Donc a lieu ce colloque en 1938 avec des gens très différents, Mises, Hayek, Rougier, Raymond Aron, et là aussi, beaucoup d'autres. Il y a pas mal de discussions, des discussions d'ailleurs assez parfois divergentes. Il y a des vrais désaccords entre les différents membres, mais au final, ils arrivent quand même à un accord qui a été très dur à arracher en 6 points, inspiré de Lippmann. Alors le premier point affirme que le rôle central du mécanisme des prix, qui était très important pour ces libéraux, rôle central du mécanisme des prix. Le second précise que les lois de la propriété et les contrats ont une importance décisive et que ces lois étant la création de l'État, c'est à lui qu'incombe la responsabilité de déterminer le régime juridique qui sert de cadre au libre développement des activités économiques. Donc, les lois sont les créations de l'État et l'État construit le régime juridique des relations économiques. L'agenda va même beaucoup plus loin en soulignant que, je cite, « l'organisation de la production d'après les principes libéraux n'exclut pas l'affectation à des fins d'ordre collectif d'une partie du revenu national distraite de la consommation individuelle. » D'où l'affirmation déjà présente dans The Good Society, on va le voir, le livre de Lippmann, qu'un État libéral peut percevoir une partie du revenu national et en consacrer le montant au financement collectif de la défense nationale, ce qui évidemment était très important dans l'horizon de la guerre, mais aussi des assurances sociales, des services sociaux, de l'enseignement et de la recherche scientifique. Donc, on voit bien que dans cet agenda du colloque Lippmann, l'État producteur, l'État dirigiste, la plupart de ces libéraux n'en veulent pas. Par contre, l'État, si j'ose dire stratège, on dirait aujourd'hui, un État qui organise la solidarité, un État qui organise la recherche, un État qui organise l'éducation, c'est tout à fait possible pour ces libéraux, à condition je dirais, d'être très clair sur les choix faits. C'est-à-dire notamment de dire qu'un certain nombre de choix collectifs impliquent des impôts, impliquent donc une redistribution, et de le mettre, si j'ose dire, carte sur table. Toutefois, le propos d'ensemble est moins audacieux, on va le voir, que dans les écrits de Lippmann lui-même, qui avait préconisé pour restaurer l'économie américaine des taxes sur les successions très importantes et des impôts progressifs considérables. Donc le compromis final ne reflétait pas entièrement la pensée de Lippmann, mais pas non plus celle de Hayek. Elle reflétait, comme tout compromis, le point de vue de personne et de tout le monde, puisque c'est souvent la nature des compromis que finalement tout le monde se retrouve plus ou moins sans nécessairement mettre en plus la même chose sous les mêmes mots. Dans sa critique détaillée de la mystique libérale, Rougier rappelle d'abord que la science économique démontre que le maximum de satisfaction pour les membres de l'échange est réalisé en régime de libre concurrence. Donc il admet que le régime de libre concurrence produit le maximum de satisfaction générale, du point de vue économique du moins. Parmi les questions que cette affirmation laisse dans l'ombre, en effet, il y a cependant la question suivante. À un moment donné, pour une société donnée, la distribution actuelle du pouvoir d'achat est-elle la plus désirable possible, et l'État ne doit-il jamais intervenir pour la modifier ? Sa réponse est oui, l'État doit intervenir pour modifier. Mais la question pour les théoriciens de l'économie optimiste, regrette-t-il, ne se pose pas, ou plutôt ils oublient de la poser. Donc les vieux libéraux, les libéraux manchestériens. Puisque le seul jeu de l'offre et de la demande assure le maximum de satisfaction pour les échangistes, selon cette version manchestérienne, l'État, déclare ces derniers, n'a pas à intervenir. Il n'a qu'à laisser jouer les facteurs déterminants de l'équilibre. Telle est la théorie du laisser-faire, laisser-passer, fondée par les physiocrates, l'école des physiocrates, et reprise donc selon lui par l'école de Manchester. Cette théorie optimiste, qui a inspiré en Angleterre tout le libéralisme de Cobden, dont j'ai parlé tout à l'heure, partisan donc du libre-échange international, et de ses disciples, peut être appelée selon Rougier la première mystique économique en date. Elle repose donc sur la croyance que le seul jeu de l'offre et de la demande assure le maximum de satisfaction. D'où la préconisation, je l'ai dit, d'une intervention minimale de l'État. Or, Rougier ajoute tout de suite que cette mystique libérale a une matrice théologique ou une matrice métaphysique. Chez les physiocrates, elle est sous-tendue par la croyance en un ordre naturel et essentiel des sociétés humaines, comme l'indique le titre même du livre de Mercier de la Rivière, un physiocrate, disciple de Quesnay. Cet ordre naturel et essentiel est présenté comme le résultat spontané de lois instituées par Dieu et par la nature. Aussi serait-il nécessaire et suffisant de laisser librement agir pour réaliser le maximum de prospérité avec un minimum d'efforts et de dépenses. Sur la base de cette analyse des mystiques économiques, Rougier établit, contre le dogmatisme libéral, la portée et les limites de la science économique. Tout ce que la science économique peut indiquer en vérité, dit-il, c'est la façon dont l'équilibre s'établit spontanément et le plus favorablement sur la base d'un certain état de distribution des richesses entre les individus, les collectivités et les nations. Cet état, elle l'accueille comme une donnée de fait, elle ne cherche ni à le comprendre ni à le modifier. Aussi, elle ne pose pas la question de savoir si cette distribution est la plus juste possible. Rougier insiste beaucoup surtout sur l'aveuglement sociologique de la mystique libérale et du libéralisme historique.
Cet aveuglement sociologique, dit-il, consiste à ne pas se demander si la distribution des richesses est la meilleure possible pour ce que Vilfredo Pareto, le sociologue, appelait l'équilibre sociologique du pays. La prise en charge d'une telle question exigerait de sortir des abstractions de la science économique en réintégrant les problèmes économiques dans l'ensemble des problèmes politiques, moraux, sociaux, qui doivent être affrontés par les hommes politiques. Alors, globalement, il parle ainsi, à propos de cette école optimiste, comme il l'appelle, d'une erreur économique, mais surtout d'une erreur méthodologique. Et il dit que, finalement, la mystique libérale a pour présupposé central, je dirais, le primat de l'économique. Et de manière assez intéressante, il dit que, de ce point de vue-là, la mystique économique libérale obéit finalement au même postulat que le matérialisme historique de Karl Marx. C'est-à-dire que dans les deux cas, il y a un primat de l'économie, un primat des rapports économiques, du marché, qui occulte la question des décisions collectives prises par le politique. Et pour terminer sur cette rapide critique et présentation de la mystique économique, Rougier insiste sur 2 points très importants. Le premier point, c'est que d'abord l'État et les services et les pouvoirs publics ont un rôle très important à jouer dans tout simplement une politique de la concurrence qui évite toute incrustation monopolistique. C'est-à-dire que les pouvoirs publics doivent faire en sorte que des monopoles ne se constituent pas, qui brisent le marché lui-même. La deuxième chose, une fois de plus, c'est que le politique a à prendre en charge des enjeux qui ne sont pas seulement des enjeux économiques. Enjeux militaires, il pense à la guerre, mais par exemple, il parle beaucoup de l'agriculture. Il dit si l'agriculture est un secteur que le politique souhaite absolument protéger, eh bien, quand bien même ce ne serait pas optimal du point de vue économique, si on estime que c'est optimal ou c'est nécessaire du point de vue social et politique, eh bien, il faut déroger finalement aux règles du marché pour protéger ces secteurs. Lippmann, lui, vient du socialisme, c'était un étudiant socialiste, et surtout, il était une grande figure de mouvement progressiste, du progressivisme, comme on dit en anglais. Il a été une figure avec Herbert Croly et d'autres dans les années 1910-1920 qui ont très fortement contribué à la mise en place de l'idéologie qui sera l'idéologie du New Deal. L'idéologie rooseveltienne, c'est-à-dire une idéologie ou une doctrine qui prône un certain nombre d'interventions de l'État, qui prône l'idée que le marché ne s'autorégule pas spontanément, que l'État doit intervenir. C'était d'ailleurs un ami de Keynes, c'est un ami sincère de Keynes, et dans les années 20, il a été plutôt donc un progressiste. Et puis, pour différentes raisons, il s'est un petit peu droitisé, si j'ose dire, et surtout, dans les années 30, d'abord il a soutenu Roosevelt et l'élection de Roosevelt, et puis finalement, il a pris ses distances avec Roosevelt pour plusieurs raisons. Mais surtout, il a pris peur, en quelque sorte, vis-à-vis de formes de dirigisme qu'il trouvait de plus en plus dangereux. Alors en plus, Lippmann, c'est un spécialiste de relations internationales, et c'est un juif, ce qui compte beaucoup quand même dans le contexte de la fin des années 30, de la montée du nazisme, et de la montée des protectionnismes et de la guerre, et il est extrêmement inquiet, en plus, par le fait qu'un certain nombre d'intellectuels démocrates manifestent, ma foi, une petite sympathie pour le fascisme. C'est assez oublié, il y a un livre qui est récent, qui est très intéressant, et même très bon, de Jean-Fabien Spitz, sur les courants progressistes, et il parle beaucoup notamment de Herbert Croly et d'autres, mais il oublie juste un point qui, je le comprends, puisqu'il admire beaucoup ses auteurs, même Croly, le fascisme, à un moment, il trouvait que c'était pas mal, parce que face à la débâcle en quelque sorte du libéralisme historique, le fascisme faisait signe vers un interventionnisme et une prise en charge par la collectivité de l'économie, qui lui paraissait au moins en partie séduisant. Donc certains secteurs démocrates même étaient assez intéressés par le fascisme, ça ne veut pas dire qu'ils étaient fascistes, mais et Lippmann, qui est très inquiet par les menaces de guerre, prend peur en quelque sorte. C'est un des facteurs selon moi qui explique qu'il a pris ses distances et critiqué fortement le New Deal finalement. Après, il le soutiendra de nouveau. Et après, il sera un soutien des projets quand même très audacieux pour les États-Unis, qui sont les projets de nouvelles frontières de Kennedy et de grandes sociétés de Johnson, qui sont quand même les moments les plus interventionnistes de l'histoire des États-Unis dans la seconde moitié du XXe siècle. Je crois que c'est pas un hasard. Certes, les individus changent, enfin, peut-être pas tant que ça finalement, mais les individus changent, mais en même temps, peut-être qu'ils ont quand même des dispositions qui font que il faut quand même entendre des trajectoires, je pense, même s'il y a parfois des trajectoires extraordinairement courbes. Donc, j'en viens à ces idées. Premièrement, je passerai très vite sur le premier versant, puisqu'on en a parlé à propos de Rougier, c'est-à-dire le versant interventionniste. L'État doit intervenir
pour, au fond, qu'il n'y ait pas des monopoles, qu'il y ait une vraie concurrence. Et Lippmann, c'est clair, est un libéral. Il est, fasciné par la division du travail, il est fasciné par la richesse et la production de richesse à l'échelle mondiale par la division du travail, et il est favorable à cela, mais à condition que tout cela soit régulé au sens de la limitation des monopoles, d'une véritable concurrence. Mais pas seulement. Il est aussi, par exemple, favorable à une limitation des brevets, à tout un certain nombre de réformes qui, pour lui, vont dans le sens, finalement, d'une non-captation des richesses, je dirais, par une minorité. Et je vais en venir à son programme concret, et notamment au financement de son programme concret. C'était son fameux agenda qui avait marqué aussi le colloque Lippmann. Alors il était favorable finalement à des politiques de fort service public et à des politiques aussi, à des politiques de protection sociale relativement développées, avec des mécanismes d'assurance sociale assez importants. Donc son agenda n'était pas vraiment un agenda qu'on pourrait dire ultra-libéral, mais en même temps c'était pas un agenda qui était un agenda, je dirais, typique d'une pensée socialiste ou d'une pensée social-démocrate. C'était un libéral, mais dans le cadre de son libéralisme, il essayait en quelque sorte de dessiner là aussi une voie médiane, si j'ose dire. Alors, son programme d'action, il disait, doit être financé. Et pour le financer, il disait notamment qu'il faudrait une très forte taxation des hauts revenus. Et il dit, ces investissements publics et ces services sociaux sont naturellement coûteux, et pour les financer, il faut faire une nouvelle répartition des revenus. Les taxes à payer pour financer les services publics seraient en fait une forme d'épargne, dit-il, destinée à être placée dans le patrimoine public, un prélèvement d'une partie des revenus consacrés à la consommation privée, en vue de formes de consommation sociale, telles que les écoles, les terrains de jeux, les musées. Il ajoute que dans la société telle qu'elle est, une proportion croissante de la plupart des gros revenus n'est pas gagnée légitimement. La plus grande partie de la charge du financement des services publics peut donc à juste titre être imposée aux plus grands revenus par une taxation progressive. Concrètement, cela signifie, ajoute-t-il, que les pouvoirs publics devront commencer par une politique plus brutale de redistribution, grâce à deux outils fiscaux que j'ai déjà évoqués, des taxes de succession très fortes, taxes de succession qui seront mises en place évidemment sous le New Deal et qui seront abolies sous les gouvernements républicains de Reagan à George Bush Jr., donc des taxes de succession très fortes et des impôts sur le revenu rapidement progressifs, toutes choses aussi qui seront abolies évidemment entre Reagan et Bush. Pour bien comprendre l'importance de cette politique fiscale préconisée par Lippmann, qui ont radicalement, de son point de vue même, avec le vieux dogmatisme libéral, il faut éclairer ce qui fait la spécificité de ces services et des investissements publics, qui sont par essence irréductibles au champ des initiatives privées, aussi précieux et louables soient-ils. Les valeurs créées par les écoles qui éduquent la génération prochaine et par les travaux publics qui préservent la fertilité des sols n'ont pas de prix sur le marché. Elles ne peuvent par conséquent pas être créées par l'initiative privée. Il y a là un domaine réservé aux investissements faits par l'autorité publique qui n'ont pas besoin d'être payants et de se réaliser dans un délai limité dans un délai limité des bénéfices exprimés en monnaie. En effet, l'investissement privé le plus prévoyant ne peut guère viser très au-delà d'une génération. Seuls les gens exceptionnellement avisés plantent des arbres pour leurs enfants. Mais une société, comme Burke l'a dit si éloquemment, et il cite Burke souvent, mais pas de la même manière que d'autres conservateurs ou libéraux, se compose des morts, des vivants et de ceux qui sont à naître. De même que les vivants ont hérité de leurs ancêtres le patrimoine national, de même ils doivent le transmettre à leur postérité. Ils doivent donc investir une partie du revenu courant dans les fondements de l'économie sociale. Tout se séparant donc très nettement des programmes du vieux libéralisme, Lippmann tient cependant à avertir que la politique de financement massif des services publics qu'il appelle de ses vœux n'aura rien à voir avec le socialisme collectiviste, niveleur et inefficace. Il ne faut pas hésiter, dit-il, à avouer qu'une politique libérale a nécessairement pour but de réaliser une plus grande égalité des revenus, à condition qu'elle soit obtenue par les moyens exposés ici. Et quels sont les moyens ? Au fond, Lippmann explique en substance qu'il ne s'agit pas simplement de niveler, ou il ne s'agit pas simplement de prendre aux riches pour donner aux pauvres, pour dire les choses simplement. Lippmann dit que le but est plutôt de créer une société dans laquelle il y aurait au fond une réelle égalité des chances. Les taxes levées sur les riches doivent être consacrées non pas à faire l'aumône aux pauvres, dit-il, mais à réformer la situation qui crée des pauvres. L'aumône, c'est-à-dire l'argent directement remis par le gouvernement aux pauvres, est un secours, mais non pas un remède à la pauvreté, tandis que l'argent dépensé à la santé publique, à l'éducation, à la conservation, aux travaux publics, aux assurances et aux indemnités est en même temps un secours et un remède.
Il améliore la capacité productrice du patrimoine individuel et national, duquel l'individu doit tirer sa substance. En améliorant la productivité du travail, il élève le salaire minimum de tous les travailleurs qui se trouvent prélevés sur un revenu national accru. Ce qui revient à dire qu'il est nécessaire, afin de conserver et d'améliorer les fondements de l'économie, de réinvestir dans le patrimoine national dont le peuple tire sa substance. Encore quelques mots quand même sur les inégalités. Donc, j'avais cru à tort, donc c'était dans le cadre d'un séminaire qui parlait des inégalités. Dans cette nouvelle stratégie d'ensemble, Lippmann insiste beaucoup sur la nécessaire réduction des inégalités, qui sont pour lui socialement injustifiées, mais aussi, et c'est là que je voudrais insister, qui sont pour lui politiquement désastreuses. C'est-à-dire que les inégalités ne sont pas seulement économiquement injustes ou économiquement injustifiées, elles ne sont pas socialement injustifiées, elles sont politiquement inacceptables pour Lippmann. Alors elles sont politiquement inacceptables, dit-il, par un raisonnement qui est assez intéressant, puisqu'il va même en venir à citer Aristote. Voilà ce qu'il dit. Depuis Aristote, les sages savent que la richesse et la pauvreté extrême, que les différences de revenus trop flagrantes, sont un danger et un mal dans toute société. Quiconque désire une société saine et stable doit par conséquent souhaiter l'agrandissement des classes moyennes aux dépens des riches et des pauvres. Lippmann y revient tant cette question est cruciale pour la renaissance du libéralisme. La mauvaise répartition des revenus provoque des accumulations excessives de capital en présence de la misère. Ce paradoxe de la pauvreté au sein de l'abondance fait apparaître irrationnelle et injuste l'économie tout entière, mais une fois de plus, son problème n'est pas seulement que ces inégalités font apparaître l'économie injuste tout entière, c'est aussi un problème pour lui politique. Une communauté politique ne peut pas, pour lui, vivre si elle se compose, si elle est faite de trop grandes inégalités. J'accélère un petit peu puisque le temps passe vite, et je vais peut-être même passer sur un certain nombre de développements, mais au fond il dit qu'il y a donc eu un débâcle du libéralisme, un échec du libéralisme historique, du point de vue même de ses présupposés, et que par conséquent, à ses yeux, il faut profondément refonder le libéralisme, profondément transformer cette doctrine en finalement intégrant des éléments qui ne lui appartenaient pas originellement, mais qui lui paraissent nécessaires. Alors Hayek, c'est quelqu'un de très différent de ceux dont j'ai parlé, même si évidemment il a des points d'accord, il a des points d'influence mutuelle, il a lu Lippmann, il a été marqué notamment par l'éloge de l'état de droit chez Lippmann, il a connu Rougier, donc Hayek est quelqu'un qui a été marqué par ses auteurs, malgré tout il a une formation spécifique, c'est quelqu'un qui vient de Vienne, qui a une formation autrichienne, et qui a été marqué par l'école autrichienne, et notamment par un économiste autrichien très important qui s'appelle Karl Menger, M-E-N-G-E-R. Et Karl Menger était une des figures de l'école autrichienne, et une des caractéristiques de cette école libérale autrichienne, c'est, je dirais, au fond, l'idée très importante de ce qu'on pourrait appeler l'évolutionnisme. C'est une vision qui considère que l'économie, la société, même l'État chez Menger sont les produits d'une évolution spontanée. Ce ne sont pas ce ne sont pas des artefacts, ce ne sont pas des productions volontaires des hommes, c'est le produit d'une accumulation spontanée. C'est pour ça que même Menger était un admirateur de Burke, Edmund Burke, le penseur libéral conservateur, comme vous voudrez, Whig, qui avait beaucoup insisté sur l'accumulation au fil du temps d'un certain nombre de normes, de règles, de sagesse. Eh bien, Menger, au fond, développe un libéralisme très fortement centré sur l'idée d'une évolution de l'évolutionnisme. Une autre idée de Menger très importante, c'est au fond ce qu'on appellera souvent l'individualisme méthodologique, l'idée que, au fond, les collectifs ne pensent pas. L'État ne pense pas, la société ne pense pas, seuls les individus pensent. Et donc, ce sera une façon de penser l'économie à partir des interactions des individus. Je caricature à souhait pour simplement dire quelques mots sur Hayek, qui vient d'un libéralisme beaucoup plus, au départ, je dirais, extrémiste. Il a été très marqué par son maître, Mises, qui avait écrit un livre qui s'appelle « Libéralisme » dans les années 20, qui était un plaidoyer pour le laisser-faire, qui faisait d'ailleurs l'éloge de l'école de Manchester, et toute sa vie, le maître de Hayek sera sur des positions tout à fait libre-échangistes, état minimal, tout à fait clair, proche de ce qu'on appelle les positions, disons, libertariennes. Alors, certes, il reprend un certain nombre, je disais, d'éléments, mais globalement, je crois que la tournure de sa pensée est assez différente. En 1946, avant donc la création de la Société du Mont Pèlerin, il avait d'abord évidemment publié un livre très connu qui s'appelle La route de la servitude en 1942, qui était au fond un plaidoyer
pour un retour au libéralisme contre l'État interventionniste et contre le welfare state. En 1946, il publie un texte très important qui s'appelle « Individualisme, le vrai et le faux ». Individualisme, le vrai et le faux, que dit ce texte sur les deux individualismes ? Eh bien, il dit qu'il y a une bonne tradition, si j'ose dire, du libéralisme et qu'il y a une mauvaise tradition du libéralisme. Alors, le faux individualisme, la mauvaise tradition de l'individualisme, ce serait celle qui procède du rationalisme cartésien, dit-il, qui se prolongera chez les encyclopédistes, chez Rousseau, même chez les physiocrates, et qui est pour lui une des sources funestes du socialisme. Et il y a d'autre part un vrai individualisme, un bon individualisme, un bon libéralisme, si vous voulez, qui aurait pour fondateur Locke, Mandeville, Hume, Ferguson, Smith, Burke, jusqu'à Tocqueville et Lord Acton. Dans une note de cet article, il mentionne aussi l'importance décisive de Mandeville, dont la fameuse fable des abeilles avait fait scandale au XVIIIe siècle à cause de sa thèse centrale selon laquelle les vices privés produisent le bien public. Vice privé, bien public. Hayek, admire profondément Mandeville, qu'il découvre d'ailleurs à Londres par le biais d'un autre économiste qui s'appelle Cannan, et il tombe amoureux, si j'ose dire, de Mandeville, qu'il lit à travers Menger. Donc il relie toute la tradition des anglo-écossais à travers la tradition autrichienne, et donc à travers une tradition évolutionniste. Et voilà ce qu'il dit à propos de Mandeville. Mandeville, ce qui est intéressant, c'est pas du tout son côté scandaleux et sulfureux, mais sa théorie sous-jacente du marché et des ordres auto-organisés. Mandeville en vint tout simplement affirmer que dans l'ordre complexe de la société, les résultats des actions des hommes sont très différents de ce qu'ils ont voulu faire, et que les individus, en poursuivant leurs fins propres, qu'elles soient altruistes ou égoïstes, produisent des résultats utiles aux autres qu'ils n'avaient pas prévus, et dont ils n'ont peut-être même pas eu connaissance. En fin de compte, l'ordre entier de la société, et même tout ce que nous appelons la culture, est le produit d'efforts individuels qui n'ont jamais eu un tel but, mais ont été canalisés à cette fin par des institutions, des pratiques et des règles qui, elles non plus, n'ont jamais été délibérément inventées, mais dont le succès a assuré la survie et le développement. Je dirais, c'est presque un processus sans sujet, puisque à la fois l'ordre du marché, mais même les institutions qui canalisent le marché, sont le produit d'une évolution immanente qui n'a jamais été le produit finalement d'un cerveau central, si j'ose dire, ou d'une délibération, ou d'un choix délibéré. Telle est la tradition évolutionniste que Hayek vénère, et une fois de plus, c'est très proche des idées de Menger, qui allait jusqu'à dire même que l'État n'était pas une création au sens institutionnel forte, mais était aussi le produit finalement d'un processus immanent et progressif. Dans son maître livre qui s'appelle « Droit, législation et liberté », en 3 volumes, qui a été publié jusqu'au dernier volume en 1979, là encore, Hayek critique radicalement ce qu'on avait appelé tout à l'heure le mauvais individualisme, si j'ose dire. Ce mauvais individualisme, c'est l'individualisme constructiviste, et qui est une conception, dit-il, intentionnaliste de la société. Conception intentionnaliste de la société et de l'histoire, qui pour lui constitue rien moins qu'une régression vers la mentalité infantile. Cette façon de voir rationaliste avait en fait la signification d'une rechute dans les modes de pensée anthropomorphiques de jadis. Et il dit au fond que cet anthropomorphisme n'a cessé de rejaillir, y compris dans le rationalisme français, chez Descartes, chez Rousseau, chez les révolutionnaires, tous ceux qui ont prétendu au fond transformer profondément la société en fonction, je dirais, de vues rationnelles, d'impératifs rationnels et en fonction de projets finalement humains. La vision de Hayek est que cette vision-là, cette vision constructiviste, ça conduit aux catastrophes du socialisme, du communisme, du stalinisme, de la servitude. En revanche, il célèbre une autre voie, qui est la voie de ce qu'il appelle à ce moment-là le rationalisme évolutionniste. Le rationalisme évolutionniste, contre la rechute cartésienne, c'est précisément celui qui considère que les institutions, y compris le marché, sont le produit d'une évolution spontanée. Pour théoriser cette opposition entre rationalisme cartésien et rationalisme évolutionniste, il a 2 autres catégories qui sont connues, qui sont les catégories de cosmos et taxis. Cosmos correspond, dit-il, à l'organisation, notamment au saint-simonisme, à Auguste Comte, au socialisme, c'est-à-dire à l'idée d'un agencement confectionné de manière purement artificielle par la raison et la volonté. Et cela, évidemment, il le repousse, et il préfère l'idée d'un ordre auto-généré, endogène, un ordre spontané, qui correspond à l'autre catégorie, à la catégorie de taxis.
Et au fond, dit-il, il ne faut pas confondre les deux catégories et il faut comprendre le marché et comprendre les institutions à la lumière de cette idée d'une évolution spontanée. C'est-à-dire, en quelque sorte, un résultat lentement mûri et non voulu de multiples interactions entre de nombreux individus. Alors, Hayek va très loin quand même dans la naturalisation du marché à ce moment-là, puisqu'il dit que ça ressemble tout de même aux ordres naturels, aux ordres spontanés, le marché. Certes, il prend soin de préciser qu'une telle conception du marché n'est pas empruntée aux sciences de la nature, et notamment à la biologie, mais en même temps, il laisse entendre qu'il y a de fortes affinités entre l'ordre du marché et un certain nombre d'ordres naturels. Et d'ailleurs, il dit que l'évolutionnisme de Darwin était lui-même peut-être inspiré des économistes. Toujours est-il que la vision de Hayek, finale de Hayek dans les années 70, consiste véritablement à célébrer les ordres spontanés naturels. C'est dans ce cadre qu'on en vient à un deuxième point qui rompt avec, selon moi en tout cas, avec un certain nombre d'idéaux ou un certain nombre de visions qui étaient celles du colloque Lippmann. Alors, c'est tout simple, c'est la fameuse critique de la justice sociale. Comme vous le savez sans doute, il y a dans le livre de Hayek, Droit, législation et liberté, une critique dévastatrice du concept de justice sociale. Hayek dit ceci, au fond, la justice sociale, c'est un mythe, et la justice sociale, c'est un mythe, et un mythe dangereux. Le plus flagrant, ou la plus flagrante formulation de cela, c'est un Allemand qui s'appelle Rusthoff, qui proposait une quasi-suppression de l'héritage. Il proposait, au fond, l'idée que l'héritage devait être quasiment confisqué à chaque génération pour, au fond, que les inégalités au point de départ soient neutralisées. Donc ça va quand même assez loin dans l'idée d'une réforme importante. Plus tard, il y a un libéral qui avait failli être invité au colloque Lippmann, mais qui n'avait pas pu y venir, qui s'appelle Luigi Einaudi. Luigi Einaudi, qui était un vrai libéral, là aussi, absolument pas un socialiste, absolument pas un social-démocrate, c'était un vrai libéral. Mais Luigi Einaudi reconnaissait bien que, concrètement, il allait beaucoup moins loin que Rusthoff, que l'établissement d'une égalité au point de départ était au moins un idéal souhaitable. Et même un certain nombre de réformes de l'héritage, dans les années 40, disait-il, lui paraissaient nécessaires pour rendre possible, au fond, une égalité au point de départ. Alors, je dirais que Hayek balaye absolument tout ça. Il balaye absolument tout ça. D'abord, l'idée de justice sociale, ou l'idée que les pauvres ne devraient pas se plaindre, ou plutôt qu'on a raison de penser que les pauvres ont raison de se plaindre, Hayek dit le contraire. Hayek dit d'abord que l'exigence de justice sociale est dépourvue de signification, et il dit ceci en avançant. Il dit ceci, au fond, que ceux qui se plaignent d'injustice sociale sont comme ceux qui se plaignent d'une catastrophe naturelle. Personne ne penserait, dans une catastrophe naturelle, à s'en prendre aux ouragans, ou en tout cas à dire que les ouragans ont été injustes. Eh bien, dit-il, de même, une pensée rationaliste évolutionniste, en l'occurrence, devrait, au fond, ne pas s'en prendre à la société, et, au fond, considérer que les situations des individus, au fond, relèvent d'une même logique que celle des individus victimes des catastrophes naturelles. Voilà ce qu'il dit. La première constatation qui devrait ébranler cette certitude est que nous ressentons les mêmes impressions, donc les impressions d'injustice, devant des différences dans le sort des humains pour lesquelles il n'y a d'impliquer aucune responsabilité humaine et où par conséquent il serait absurde de parler d'injustice. Par exemple, justement, comme je viens de le dire, les catastrophes naturelles. Or, soutient Hayek, il en va différemment si l'on considère cette fois la répartition des biens matériels dans une société d'hommes libres. Si l'on conçoit en effet le marché comme un ordre spontané et si l'on comprend corrélativement le caractère fallacieux et dangereux du rationalisme constructivisme, alors la notion de justice sociale s'évanouit comme un pur non-sens. Car seule une conception intentionnaliste et anthropomorphique du social peut laisser croire que la notion de justice sociale a une signification concernant la répartition des biens matériels. Bien que dans ce cas, dit-il, nous soyons disposés à l'admettre, nos récriminations à propos des résultats du marché dit injuste n'affirment pas vraiment que quelqu'un a été injuste. Et il n'y a pas de réponse à la question « qui donc a été injuste ?» Dans la mesure où on ne peut pas dire qui a été injuste, Hayek dit qu'il n'y a pas de raison de parler d'injustice et de parler d'injustice sociale. Encore un mot sur un point de la doctrine de Hayek, c'est que Hayek va jusqu'à dire que la catégorie de mérite n'a aucun sens. C'est intéressant parce que souvent on dit que la méritocratie est liée au discours néolibéral. Lui, Hayek, carrément, dit que le mérite n'a aucun sens parce que précisément, dans l'allocation des ressources liées à un libre marché, eh bien, les individus riches n'ont pas nécessairement plus de mérite que les individus pauvres.
c'est tout simplement le jeu du marché qui, au fond, explique les situations des uns et des autres. Certes, certains ont pris des initiatives que d'autres n'ont pas prises, mais globalement, dit Hayek, il n'y a pas là non plus ni à se plaindre, ni à se réjouir des mérites ou des démérites. L'ordre du marché est un ordre spontané, un ordre aveugle, sur lequel il n'y a pas en quelque sorte de critique à formuler. Un point aussi très important, par exemple les idées d'égalité au point de départ. Hayek dit que ça n'a aucun sens parce que ça contribuerait à construire un rationalisme constructiviste, ou plutôt à obéir aux normes d'un rationalisme constructiviste, puisque cela conduirait en quelque sorte à transformer la société volontairement selon un projet. Et donc Hayek trouve même très dangereux de vouloir égaliser les conditions initiales, sous quelque forme que ce soit. Donc on voit que ça va quand même très loin dans l'idée d'un enterrement de la justice sociale et dans l'idée finalement d'un enterrement d'un certain nombre de points qui avaient été énoncés au moment du colloque Lippmann. Encore un mot en forme d'anecdote qui, je crois, illustre finalement pour terminer ce qu'avait dit un petit peu Skinner sur le passé qui ouvre un certain nombre de voies divergentes, sur le passé qui finalement trace des chemins dont certains ont été plus ou moins empruntés. Je terminerai par une anecdote qui est le rapport de Karl Popper avec Hayek. Karl Popper, vous le savez tous, c'était une figure du libéralisme qui a écrit notamment son livre qui s'appelle La société ouverte et ses ennemis, qui était une contribution à l'effort de guerre, comme il avait dit, et qui était un plaidoyer libéral pour les sociétés ouvertes. Popper avait des liens d'amitié avec Hayek. Hayek avait contribué en plus à publier avec l'historien de l'art Herbert Reed La société ouverte et ses ennemis. Et Popper, qui avait fait une profonde dépression parce qu'il n'arrivait pas à publier son livre, en aura été toujours infiniment reconnaissant à Hayek d'avoir aidé à la publication de ce livre. Et Popper était un libéral, tout à fait, mais un libéral, je dirais, avec une fibre, sinon social-démocrate, ce serait trop dire, du moins, il n'avait pas tout oublié du socialisme de sa jeunesse, il n'avait pas tout oublié de la social-démocratie, et disons que ses positions étaient moins extrémistes que celles de Hayek. Et dans une lettre à Herbert Reed le 21 juillet 1944, il se réjouit que son livre, donc La société ouverte et ses ennemis, a été bien accueilli aussi bien par des membres de l'extrême gauche, dit-il, que par des libéraux et des conservateurs. Et il explique surtout « Je considère qu'il n'y a rien de plus important que la tentative de surmonter le désaccord fatal dans le camp des amis de la société ouverte, c'est-à-dire dans le camp de l'humanitarisme, ou si on me permet de le dire dans le camp de la gauche, si ce terme est utilisé pour inclure les libéraux qui se rendent compte de la nécessité d'une réforme sociale. » C'était une quasi-citation en fait de Lippmann, puisque Lippmann disait que le drame des années 30, c'était le divorce entre finalement la gauche et la droite, et le divorce précisément entre socialistes de bonne volonté, si j'ose dire, et libéraux de bonne volonté. Et dans une lettre à Hayek du 15 mars 1944, après avoir théorisé la nécessité d'un libéralisme ouvert à la question sociale, il envisage, je cite, « l'espoir de dépasser la fracture fatale dans le camp humanitaire et d'unifier la grande majorité des libéraux et des socialistes, pour ainsi dire sous le drapeau de Mill, la bête noire quand même de Hayek, et de Lippmann. » C'est très amusant parce qu'il avait même proposé d'inviter Orwell, qui était quand même un homme complexe, mais qui était quand même un homme de gauche, et il avait surtout proposé d'inviter quelqu'un qui est totalement tombé dans l'oubli, qui s'appelle Barbara Wooten, qui était une fédéraliste, mais surtout une travailliste très à gauche, qui avait écrit un pamphlet contre Hayek, pour dire que finalement, le dirigisme, ou en tout cas l'État, n'était absolument pas incompatible avec la liberté. Bref, il rêvait finalement de réunir libéraux et socialistes. Mais l'histoire de la Société du Mont Pèlerin montre qu'il ne sera absolument pas entendu. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci.